Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau spécial. Aujourd'hui, nous allons parler des hépatites, une maladie qui tue de manière silencieuse, et nous avons l'occasion sur ce plateau d'élever le voile sur cette maladie avec les experts du programme national de lutte contre les hépatites virales en République démocratique du Congo. On va parler de traitement, symptômes, mais également dépistage, et c'est tout de suite sur ces plateaux. Et qui dit maladie, dit médecin, et j'ai l'occasion de recevoir sur ce plateau 4 professionnels de santé à qui je dis bonjour. 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 En face de moi, j'ai le docteur Pascal Chamala. Vous êtes le directeur du programme national de lutte contre les hépatites en République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. À votre droite, il y a le docteur Itoka Christian, qui est le directeur adjoint du programme de lutte contre les hépatites virales en République démocratique du Congo. C'est également un plaisir de vous avoir. Très ravi, moi aussi. Et une habituée du Amen Télévision, mais aujourd'hui sous une autre casquette, Madame Mongosi Blandine, qui est chef de division et formation et supervision du programme sur les hépatites. Bonjour Madame Blandine. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et à votre gauche, il y a Madame Bokechou, Madame Bokechou Thérèse, qui est chef de bureau information sanitaire du programme national sur les hépatites. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous aimerions bien entamer cette émission. Déjà, docteur, vous pouvez nous parler brièvement du programme que vous êtes en train de piloter. Merci. Avant de vous parler du programme, je vais vous dire d'abord la problématique. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place un programme alors que, bon, les hépatites ne sont pas connues. Donc, la problématique des hépatites se pose à 3 niveaux. Il y a le niveau individuel, le manque de connaissances, kozanga koyeba, ezali liwayandamu. Eh bien, les individus, malheureusement, il y en a dans le monde plus ou moins 400 millions qui sont victimes de cette maladie, mais il n'y a que 5% d'entre eux qui savent qu'ils sont atteints de la maladie. Et ça, c'est au niveau de l'individu. Donc, kozanga koyeba. Et puis, il y a au niveau national. Au niveau national, on a mis en place un programme, je vais vous en parler tout à l'heure, mais ce programme ne bénéficie pas ou bénéficie peu de soutien qu'il doit avoir de la part de l'autorité administrative et politique. Et enfin, le 3e niveau qui est aussi kozanga koyeba, c'est le niveau mondial. Dans très peu de jours, dans le 28 exactement, nous allons faire une commémoration de la Journée mondiale des hépatites. Eh bien, ce monde a dit qu'il faudrait lutter contre les hépatites parce que les hépatites constituent une menace mondiale. Ça, c'est reconnu par tous. Mais malheureusement, on constate que pour ce qui est du soutien, nous n'avons pas de soutien de ces organismes qui ont reconnu. Par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid, vous avez vu comment est-ce que ces organismes ont soutenu, ont sorti l'argent pour pouvoir vaincre cette maladie. Lorsqu'il y a eu le sida, bon, les débuts étaient difficiles, mais ils ont apporté une contribution conséquente à la lutte contre les sida. Et toutes ces maladies, évidemment, elles sont très importantes, mais les hépatites sont antérieures à ces maladies. Mais on ne tient pas compte de l'hépatite, on tient compte de Covid, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Maintenant, c'est monkeypox, c'est vrai qu'il faut en tenir compte, mais les hépatites sont laissées pour compte. Et pourtant, ce monde a reconnu que c'est un danger de santé publique. Si au monde, il y a une personne qui est atteinte de l'hépatite et qui n'est pas soignée,
ben, le monde doit se sentir menacé. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème, on a mis en place un programme, le programme national de lutte contre les hépatites. Ce programme a été créé en 2003, mais il est effectivement au travail seulement en 2022, en créant l'équipe qui doit s'occuper de ça et en mettant en place un plan stratégique qui permet à notre pays de faire face à cette menace et aussi un plan, plutôt un guide de prise en charge de la maladie. Et donc, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, au point de vue national, ce programme existe, mais comme j'ai dit, de 2003 à 2022, beaucoup d'années, et il doit travailler ce programme à ce que d'ici 2030, on puisse avoir vaincu les conséquences, les risques, les conséquences des hépatites. Nous sommes en 2025, 2030, c'est pas loin, dans 5 ans, nous espérons que nous allons pouvoir colonga hépatite, malgré que nous avons très peu de temps pour pouvoir combattre la maladie. Mais il faut simplement mettre en place des mécanismes aussi bien individuels. Nous devons lui apprendre, lui donner des informations sur les hépatites. National, il doit en tout cas se conférer à la Constitution qui dit que la santé est une priorité. En plus, la même nationalité, enfin, la même nation est membre de l'OMS et là, admis avec les autres membres de l'OMS de faire en sorte que les hépatites soient traitées, vaincues d'ici 2030. Et enfin, dans le monde, on doit pouvoir apporter un soutien aux pays sous-développés parce que je vous dirais que la majorité des cas est dans ces pays-là. Docteur Patrick Chamala, lorsque vous étiez en train de parler de la problématique, vous avez soulevé un point qui est celui de la sous-information sur la maladie, alors que c'est une maladie qui existe depuis bien longtemps avant les autres maladies telles que le Covid-19 qui a réapparu. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour une question de danger sur la santé que l'hépatite n'est-elle pas connue aujourd'hui du grand public par rapport aux autres maladies qui reçoivent un certain soutien des différents organismes? Oui, effectivement. Mais l'hépatite est connue depuis plus longtemps. Les pays, le monde entier a repris, a relancé la lutte contre les hépatites vers les années 2016. Ils ont sorti un document comme quoi on doit lutter contre les hépatites. Et on a vu, comme toujours, les pays du Nord qui sont habitués à lutter efficacement contre ces maladies ont pu mettre en évidence cette lutte, mais les pays pauvres continuent à bénéficier de la pauvreté et qui fait que ils ont des difficultés à sortir de cette maladie. Mais il faudrait que nous-mêmes, comme j'ai dit, c'est à 3 niveaux, nous-mêmes, nous prenions à bras couverts, à bras corps, cette décision de pouvoir sensibiliser les gens, faire des dépistages et prendre en charge les malades qui ont besoin de cette maladie. Je suis sûr que c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. On pourra effectivement lutter contre la maladie. Exactement, la prise en charge des malades, on va y revenir dans cette émission. Docteur Christian Itoka, la problématique de l'hépatite en République démocratique du Congo, elle se présente comment aujourd'hui? Bien, merci pour votre question. Je crois que le directeur a épinglé en long et en large cet aspect de choses de la problématique.
si probablement pour le compléter, et je crois que même le thème de la journée pour cette année le dit quelque part, quand on parle de hépatite, démystifions-la, avec comme sous-thème briser les obstacles à l'élimination des hépatites et à la prévention du cancer du foie. Déjà, ces mots-là, briser les obstacles, en dit déjà beaucoup. Il vous a parlé sur le plan individuel, sur le plan nation et sur le plan international. Donc, cette problématique vient d'abord par la méconnaissance de la maladie, par des personnes qui sont porteuses de cette maladie. Deuxièmement, aussi par la méconnaissance de ceux qui sont censés lutter. Là, je fais allusion aux prestataires de soins parce qu'on va vous parler de la prise en charge, ainsi de suite. Pour le moment, c'est un problème qui est laissé plus particulièrement aux spécialistes. Je crois qu'on va développer là-dessus. Mais, or, tenant compte de notre système de santé, la prise en charge devait commencer au niveau opérationnel. Donc, même par un infirmier titulaire, il peut déjà faire quelque chose, comme l'a dit. Le médecin, même généraliste qu'il soit, il peut déjà apporter quelque chose et avant d'atteindre un spécialiste à qui on peut réserver plus pour des cas de complications. Donc, déjà là, ce sont des éléments de problématiques pour notre pays. Et ces prestataires-là ne sont pas suffisamment informés, formés par rapport à la lutte. Et il y a aussi l'aspect matériel, équipement, parce qu'on parle de la sensibilisation, on parle du dépistage. Donc, il faut que le pays disponibilise des tests homologués, les équipements pour le diagnostic et aussi les médicaments pour la prise en charge. Donc, c'est déjà des problèmes qui essayent de mettre un petit frein là-dessus. Je crois que le directeur l'a dit. Le mot peut-être que je peux ajouter pour revenir un peu, parce que j'ai mis la question sur le programme, parce que c'est très capital, parce que c'est au programme que le gouvernement a confié la mission de la lutte contre les hépatites virales en RDC. Donc, c'est une mission légale, régalienne comme on dit. Et le directeur l'a dit, c'est en 2003 que le programme a été mis en place, quand on a revisité le cadre organique de notre ministère de la Santé, où nous sommes passés de 17 à 52 programmes, avec comme mission, c'est quand même très important de le souligner, de coordonner. J'insiste un peu sur le mot, parce que pour le moment, je crois que tous ceux qui sont dans le domaine de la lutte doivent maintenant se converger vers le programme. Donc, coordonner et organiser la lutte contre les hépatites virales en République démocratique du Congo. Et avec comme mandat de mettre en place des mécanismes nécessaires pour réduire tant soit peu l'impact des hépatites virales dans notre milieu. Donc c'est vraiment très capital pour qu'on insiste là-dessus, sur la mission. Donc c'est pour dire, c'est une façon pour nous, le programme, d'inviter toute personne, tout un groupe, organisme dans le domaine de la société civile et société savante, de converger. Parce qu'à un moment, on parlera de données par-ci, par-là. Il y a ceux qui se donnent dans cette lutte-là. Mais malheureusement, jusque-là, ce n'est pas encore coordonné. Et nous voulons que tout le monde puisse s'aligner derrière le programme pour qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction. Et je crois que cette lutte, maintenant, sera plus efficace. Merci beaucoup, Dr Christian. Toujours dans le même volet, vous avez parlé du programme qui existe depuis 2002, mais qui a été mis en action depuis 2022, tout récemment. Par rapport aux données que vous avez sur la population congolaise, on peut compter combien de Congolais qui sont atteints, par exemple, de l'hépatite, mais qui ne savent pas, une estimation de combien de personnes qui sont atteintes de l'hépatite à ce jour?
Ok, une fois de plus, merci pour cette excellente question. Il est vrai que au jour d'aujourd'hui, vous donnez les estimations, parce qu'on doit parler des estimations, que c'est autant de Congolais qui sont porteurs de ce virus, parce qu'on peut avoir le virus sans autant présenter la maladie. Je crois que ma conseil y reviendra en large. Mais on estime entre 3 à 8%, si on prend l'ensemble, la prévalence des hépatites virales, au moins dans notre pays. Mais je prends, ça c'est de manière singulière, une étude qu'on nous a partagée, menée en 2017, avec l'université protestante, avec la collaboration de l'université de Caroline du Nord des États-Unis. Ils ont essayé un peu de rechercher la prévalence chez la femme enceinte. Et là, on trouve plusieurs tranches. Il y a des provinces qui sont à moins de 5%. Il y a d'autres provinces qui sont entre 5 à 10%. Et il y a des provinces qui sont au-delà de 15%. Notamment la province de Kwangu, la province de l'Ituri. Vous comprenez un peu, là, c'est chez la femme enceinte. Donc, c'est pour vous dire déjà une prévalence plutôt à 2 chiffres, ça constitue un sérieux problème. Et parlant des données, on vous parlera aussi de certaines études parcellaires qu'on a menées là-dessus par rapport à ça. Vous comprendrez que quand on essaie un peu de faire la comparaison avec les autres pandémies, notamment le VIH, où on parle aussi de la co-infection. Avec le VIH, nous sommes autour d'un chiffre actuellement. Dans la population générale, nous sommes autour d'1% de prévalence. Mais imaginez-vous, si nous prenons les hépatites, même si je prends le chiffre inférieur à 3%, c'est déjà énorme. Par rapport au Prenez un peu 3% avec un pays continent, plus de 100 millions d'habitants, vous voyez ce que cela peut représenter. Et ce qui est encore plus important, pour la plupart des cas, le directeur l'a dit, beaucoup de personnes sont ignorantes qui portent ce virus, qui évolue à bas bruit, et quand il va se déclencher, c'est presque le moment irréversible où, des fois, on ne peut rien faire. Et l'ignorance, excusez-moi, va jusqu'au fait qu'on ne se rend pas compte que quand on dit que la prévalence varie entre 5 et 8%, c'est 5 et 8% d'une population mondiale, nationale de 120 millions d'habitants. Alors, 8%, c'est plus ou moins 10%. Vous verrez que il y a 10% de notre population, donc près de 12 millions de personnes. 12 millions de personnes qui sont menacées par le virus de B et le virus C. Et si je peux actualiser les choses, vous verrez que c'est le même nombre que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, des gens qui sont morts à l'est du pays et qui sont aux environs de 6 à 7 millions de gens. Donc, c'est vous dire que c'est un danger vraiment réel, un danger qui existe, et on doit vraiment en prendre compte parce que sinon, on va encore pleurer beaucoup plus de gens que ce qu'on pense maintenant, d'une part, et d'autre part, il y a le cancer, hein, parce qu'on a vu, comme a dit le directeur, la lutte aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'en luttant contre les hépatites, on diminue aussi le taux de cancer du foie, parce que c'est un des cancers parmi les plus importants chez les jeunes, entre les jeunes congolais, qui sont menacés par ça. Merci beaucoup, Dr. Chamla, pour cet ajout. Parlons maintenant de l'hépatite, de manière assez claire et pour toute la population. Madame Dr Blandine, vous pouvez nous dire c'est quoi l'hépatite? De manière brève, parce que
Pour certains, certains pensent que c'est un symptôme, d'autres pensent que c'est une maladie, d'autres parlent d'une infection de manière médicale. C'est quoi l'hépatite? Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais parler des aspects généraux des hépatites pour éclairer la population. En fait, l'hépatite virale, comme le mot le dit si bien, c'est en fait une infection virale. Une infection causée par un virus ou une infection causée par des virus. Et ce virus attaque les cellules du foie. Donc, quand on dit hépatite, nous ne voyons pas d'autres organes que le foie. La cellule du foie s'appelle hépatos. Donc, ce virus va attaquer la cellule du foie et va inflammer cette cellule du foie, ça s'appelle hépatite virale. Et ce virus dont il est question, il y en a 5. C'est l'ordre alphabétique. Il y a le virus A, le virus B, le virus C, le virus D et le virus E. Vraiment, je prendrai mon temps, je parlerai des grandes lignes, mais j'aimerais vraiment expliciter la situation. Exactement. Chaque virus A, B, C, D, E ont des caractéristiques microbiologiques particulières. Chacun une famille, chacun a un genre, un type d'ADN, un type de... Voilà. Il y en a qui ont un ADN, l'autre ont des ARN. Ces virus ne se transmettent pas tous de la même façon. Parlons de A. Le virus A, c'est un virus qui entraîne une infection du péril fécal. Il se transmet par voie orofécale. Donc, le fait de ramener dans la bouche le doigt, les objets souillés, les aliments souillés, le sel, on peut se contaminer. On peut se contaminer et développer la maladie. Heureusement pour l'hépatite causée par les virus A, c'est une infection qui s'arrête à la phase aiguë, avec une symptomatologie qui est vraiment aspécifique. Ce sont des signes que nous rencontrons dans d'autres maladies aussi. Et quand nous avons ces signes-là, nous pensons plus à autre chose qu'aux hépatites. C'est gêne généralisée, douleur articulaire, fièvre, pour lesquelles on pensera vers le palu. Quand on a fièvre, douleur articulaire, gêne, on pense au palu, alors que c'est une hépatite déjà qui est là. Et quand on fera l'état des paludismes, on tombera sur un tropho, hein. On s'arrêterait là. Alors qu'on est passé à côté d'une hépatite virale A, qui heureusement évolue vers la guérison même spontanément. Mais il faut dire qu'il y a aussi des cas graves où cette hépatite A, hépatite causée par les virus A, peut évoluer vers la forme grave qu'on appelle hépatite fulminante. Hépatite fulminante, on le retrouve pour le A, pour le B, pour le C, pour le D, pour le E. Pour le A, c'est très rare, mais ce sont des formes que nous pouvons avoir. Et quand l'hépatite virale fulminante, sont des hépatites qui évoluent plus vers le décès. Parce que l'hépatite fulminante va imposer un traitement très spécifique, notamment la transplantation, que nous ne pouvons pas faire au pays. Je passe au B. Pour le virus B, c'est un virus aussi particulier. Celui-là ne se transmet pas par la voie orofécale. Le virus B a d'autres modes de transmission. C'est un virus à double brin, il a un ADN, il entre dans la cellule, il se multiplie. Ce n'est pas par la voie orofécale. Ce virus, c'est un virus très dangereux, aussi dangereuse que le VIH et même plus dangereux que le VIH. Parce que c'est un virus qui se retrouve dans le sang et qui peut vivre encore 7 jours à l'air libre. C'est-à-dire que si je me blesse quelque part et que mon sang traîne, mon sang coagule à l'air libre quelque part, si une personne vient se blesser, là où moi je me suis blessé, en dehors de 7 jours, il peut encore se contaminer. C'est un virus qui résiste à la chaleur. Pourquoi je dis qu'il est plus virulent, plus dangereux que le VIH, ou aussi dangereux que le VIH. Ce virus va se transmettre de plusieurs façons. De la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Lorsque la femme est dans sa période génitale, l'enfant est très bien protégé. C'est au moment de l'accouchement, surtout l'accouchement par voie basse, où il y a un décollement placentaire et que l'enfant doit traverser la filière gynécologique qui est osseuse, l'enfant peut se blesser en ce moment-là. C'est là que le sang de la maman et de l'enfant peuvent se rencontrer et le virus passer de la mère à l'enfant, ce qu'on appelle une contamination verticale.
Voilà comment est-ce que beaucoup d'enfants sont contaminés déjà au J0. Et ce sont ces enfants-là qui, 20-30 ans après, vont passer de la phase aiguë, chronique, cirrhose et cancer du foie. Nous avons beaucoup de cas de cancer du foie à des âges très jeunes. Souvent, c'est cette transmission verticale. Et c'est la transmission la plus dominante pour le virus B. Mais puis, ça se transmet par des personnes en personne, par des objets tranchants, par des humeurs, par la voie sexuelle, par des actes médicaux, la transfusion, la chirurgie, par ce que nous faisons à domicile, la cumpecture, d'accord? Il peut se transmettre aussi par nos gestes, par les gestes de professionnels médicaux. Voilà. Je veux transfuser et je vais faire un test de compatibilité donneur-donneur. Je peux me contaminer par le sang du donneur, par exemple. Ce virus est dangereux parce que lui ne s'arrête pas à la phase aiguë. Lorsqu'il entre dans l'organisme, il prend son temps d'incubation. Et après, il se manifeste par la phase aiguë, par des signes spécifiques, notamment la fièvre, douleur articulaire, gêne généralisée. Là, une grande partie peut évoluer vers la guérison. Mais une fraction, 10%, eux peuvent passer à la phase chronique. Et ceux qui passent à la phase chronique, là, on peut avoir 4 possibilités. Quelqu'un peut rester un porteur sain. Il ne fait pas la maladie, le foie tolère, mais il transmet la maladie à d'autres personnes. Autant plus qu'il n'a pas de symptômes, il ne se connaît même pas, il ne fait pas la maladie, mais il porte le virus, mais il peut le transmettre par voie sexuelle, il peut le transmettre par des c'est un donneur, mais il donne le virus à d'autres personnes. Vous comprenez? Ces virus, on peut le porter à la phase chronique et faire ce qu'on appelle une hépatite virale chronique sauvage immuno-intolérant. Ce sont des termes un peu techniques et intolérants. Donc, en fait, la phase chronique peut évoluer vers ce qu'on appelle la cirrhose. Donc, on faut définir la cirrhose, c'est quoi? C'est une inflammation chronique du foie où le foie est rémanié, le foie est fibrosé et que la fibrose atteint le stade 4. Et en ce moment-là, le foie ne revient plus normal. Ce sont des complications irréversibles pour lesquelles les médecins ne peuvent plus récupérer le foie. C'est ça le caractère, en fait, crucial même de la maladie. La personne reste asymptomatique pendant des années, et lorsqu'il présente le premier signe, ça veut dire qu'il est au stade de complications. Alors que c'est une maladie traitable. C'est une maladie qu'on peut arrêter. Si on connaît qu'on est atteint. Quand on ne connaît pas, on est atteint, on évolue lentement et sûrement vers des complications, notamment la cirrhose et les cancers du foie dont a parlé le directeur. Donc, une personne peut commencer à présenter le premier signe qui veut dire que monsieur, tu es au stade terminal. C'est comme ça que, au niveau individuel, même national, dont a parlé le directeur, on continue à ignorer. On pense que Covid est plus dangereuse, on pense que le VIH est plus dangereuse, mais il y a un tueur silencieux, plus que ce qui s'est passé à Rwanda. Un tueur silencieux qui évolue à bas bruit, et c'est quand la personne commence à se stabiliser dans la vie, quand il a fait l'étude universitaire, c'est quand il est embauché, qu'il a signé un contrat, qu'il vient de se marier, qu'il a 2 enfants, qu'il manifeste l'ictère, et qu'il manifeste un gros ventre, ou qu'il manifeste une hémorragie, il se met à vomir du sang et mettre des selles noirâtres. On veut lui dire que tu es au stade terminal. Tu n'as pas commencé, tu es au bout. Et à ce stade-là, on ne peut plus te récupérer. C'est ce que nous voulons, en fait, nous voulons insister à cela. C'est vraiment une sonnette d'alarme pour que les autorités du pays comprennent. Jusque-là, nous avons l'impression que beaucoup de gens, même dans les chefs de nos politiques, on n'a pas encore compris cela. Laissez, pareil avec le A. Le C, lui, se transmet plus par la voie sanguine, la transfusion, le contact sanguin. Alors que le B, c'est par le sang, par les humeurs aussi. Voilà. Le C aussi passe à la phase aiguë. À la phase aiguë, on peut évoluer vers la guérison, autour de 45%. Mais une grande majorité évoluera vers la chronicité. Et ceux qui sont en chronicité vont évoluer vers la cirrhose et vers le cancer. Et comme je l'ai dit, le premier signe qui apparaissent veulent dire que vous êtes au stade terminal. Les D, c'est un virus défectif. Lui, il ne vit et ne évolue qu'au dépend du B. S'il n'y a pas d'hépatite virale B, les D n'existent pas. Donc lui, il vit en surinfection ou en co-infection avec les virus B. Donc il y a une co-infection toujours B et D.
Au point que lorsque D s'ajoute sur le B, ça devient encore beaucoup plus grave. C'est là que la tendance, la prévalence, l'ampleur des hépatites fulminantes augmente encore. Quand on fait l'hépatite fulminante, c'est une hépatite aiguë grave, donc on ne peut pas récupérer les malades. Nous perdons des malades en clinique dans cette forme d'hépatite grave, fulminante. Donc, cette co-infection peut évoluer vers la guérison, faible proportion, il peut évoluer vers la chronicité, vers la cirrhose, vers les cancers, et il donne beaucoup des hépatites fulminantes. Et dans tout ça, on est symptomatique. Le jour où on commence à présenter un trouble de fonction supérieure, le jour où on commence à présenter un ictère, un trouble de fonction supérieure, le temps de checker la biologie, on dit qu'il y a un taux de prothrombine, c'est ça l'hépatite fulminante. Elle est caractérisée par deux éléments. Un élément clinique et un élément biologique. La clinique, c'est le trouble de comportement. La personne devient agitée, la personne devient somnolente, la personne devient, il n'est plus lucide. Il peut ne pas présenter d'autres signes, juste que le trouble de conscience. Il faudrait encore penser à cela. Combien présentent des troubles de fonction supérieure chez qui on a pensé aux hépatites? Non. On va dire que Asimbi, on va dire que Téléma, CNPP, alors que c'est une hépatite fulminante. Et en 2, 3, 4, une semaine, il meurt. Et si le médecin est avisé, il est prudent, encore devant un trouble de fonction supérieure, je dois aussi checker les hépatites. Les B, les C, les D, même les A et les E. On trouvera qu'il y a un taux de prothrombine, c'est l'hépatite fulminante. Le traitement pour cette hépatite fulminante, c'est la transplantation hépatique qui ne se fait pas en RDC. On doit se le dire. Et ça coûte combien? Voilà, je passe au E. Le E, c'est comme le A. C'est un virus à transmission orofécale, du péril fécal. Donc, on peut se contaminer par des objets souillés qu'on ramène dans la bouche. Mais ce virus-là a une particularité, c'est que il touche aussi des femmes enceintes au 3e trimestre. Et là, vraiment, il peut compliquer et la grossesse, il peut compliquer la vie de l'enfant, il peut compliquer la vie de la mère. Mais, en général, ce sont des virus qui sont des infections qui évoluent vers la guérison spontanée. Voilà, sur le point d'aspect général, j'aimerais dire que tous ces virus-là, pour le A, il y a une vaccination, un vaccin pour s'en prévenir. Pour les B, il y a un vaccin pour ceux qui n'ont jamais contracté le virus. Il y a un vaccin qui peut nous protéger à vie. Mais il y a aussi un traitement pour ceux qui ont contacté les virus. Il y a un traitement, tout dépend du stade où on découvre les virus. Pour les C aussi, il y a un traitement. L'hépatite virale B et C, D, qui sont dangereuses, qui évoluent vers les complications irréversibles, il suffit de les détecter à temps pour les arrêter, pour traiter les malades et guérir les malades. Le problème, c'est que le malade passe inaperçu, lui-même ne se connaît pas, le professionnel médical, les professionnels de santé pensent moins aux hépatites, et voilà, la personne va vraiment atterrir lentement et sûrement vers les complications qui vont emporter la vie. C'est ça, docteur Blandine. Lorsque vous avez parlé des symptômes, on se rend compte que les symptômes de l'hépatite ne se présentent qu'en phase terminale. Et là, on est vraiment à un point assez irréversible par rapport à cela. Que faut-il faire exactement pour que, déjà au moins qu'on puisse anticiper cela, se dire que la personne risque tôt ou tard d'avoir l'hépatite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cela, pour que à la longue, qu'on puisse savoir comment on va prendre en charge les personnes qui sont atteintes de l'hépatite? Parce que là, ça relève d'un danger. Comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est une maladie, mais qui tue de manière très silencieuse. On se rend compte que certains symptômes, peut-être qu'on ne faisait pas attention, peut être aujourd'hui l'hépatite qui a été négligée. Que faudrait-il faire pour qu'on n'arrive pas aux symptômes où c'est déjà assez trop tard? Mais avant que le docteur puisse répondre à cette question, je voudrais insister sur une chose. C'est l'évolution silencieuse de la maladie, du virus dans l'organisme, qui fait que, beaucoup de gens ignorent qu'ils sont malades. Par rapport aux signes, on vous a dit qu'il y a des formes aiguës et des formes chroniques. Alors, souvent, les formes aiguës se manifestent, entre autres, par la jaunisse. Ils ont des yeux jaunes, etc. Mais souvent, ici, les gens pensent que
quand tu as les yeux jaunes, C'est la fièvre jaune. c'est la fièvre jaune, ou que tu bois trop d'alcool et que tu tombes malade parce que tu as bu beaucoup d'alcool. Et donc, ces facteurs-là d'évolution silencieuse, nous devons insister sur ça pour que les gens se sentent éveillés et puissent faire en sorte que, on va en parler tout à l'heure, ils puissent se faire dépister parce qu'à ce stade-là, au stade aigu, il est encore possible d'aller vers la guérison soit spontanée, soit en donnant certains médicaments. Je voulais simplement souligner ça parce que c'est important de le savoir. Oui, docteur Blandy. Voilà, merci beaucoup. Puisque la maladie est méconnue, de façon générale, même dans les chefs des professionnels de santé, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la maladie. On a fait des études au niveau des zones de santé, même de médecins, des paramédicaux. Tous ne connaissent pas les hépatites, c'est plus grave. Si c'est lui qui a pris la médecine, c'est lui qui a pris les sciences infirmières, ignore, comme pour une raison, l'homme lambda en cours de route. Donc, s'il y a une façon d'arrêter la maladie, une des choses, c'est de passer la communication, parler de la maladie. Raison pour laquelle on est venu sur le plateau d'Amen TV pour parler des hépatites. Il faut d'abord apporter la connaissance. On peut périr faute de connaissance. Nous mourrons des hépatites parce que nous ne connaissons pas les hépatites. Ça, c'est un. Il faut communiquer. Dans la communication, Madame Bouquet, tu parlais de la sensibilisation. Comment sensibiliser? Deuxièmement, à part sensibilisation, maintenant, nous devons passer à la deuxième vitesse. C'est quoi? Lorsqu'on vous dit qu'il y a des dépistages, puisque nous ne savons pas quand la maladie a commencé, les dépistages de la population massive, aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens évitent les dépistages. Exactement. Il ne faut pas connaître que de connaître. Il faut. Mieux vaut connaître et prendre des mesures que de ne pas connaître. Vous mourrez à 30 ans, 36 ans, alors que vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? Mais il faut connaître. Voilà pourquoi il faut répondre au dépistage. Il faudrait répondre au dépistage, c'est le moyen pour lequel on peut détecter la maladie. Et là encore, il faudrait savoir, cette maladie qu'on vient de détecter aujourd'hui, c'est à quel niveau? C'est au stade aigu, au stade chronique ou déjà des complications? Là encore, c'est un problème. Mais la porte d'entrée, c'est le dépistage. Voilà pourquoi je passerai la parole à Maman Boketchou qui nous parlera de la sensibilisation. Oui, Maman Boketchou, par rapport à la sensibilisation, quelle est aujourd'hui la meilleure approche qu'il faudrait faire pour suffisamment sensibiliser la population sur l'hépatite virale? Excuse-moi, Maman Boketchou, avant qu'on vous dise comment est-ce qu'on va s'entretenir, il faudra revenir à ce que le directeur adjoint a dit. Au niveau du gouvernement, on doit faire un effort pour que non seulement on fasse la sensibilisation, mais on fasse les dépistages. Mais pour faire le dépistage, il faudrait un équipement. Il faudrait toute une stratégie. Nous sommes en santé publique. La santé publique, c'est l'État qui prend en charge la maladie. Ce n'est pas un individu. Malheureusement, il y a un problème des tests de dépistage. Et quand vous avez dépisté, parce que nous avons fait certaines campagnes où on a eu des gens qui sont venus se faire dépister, mais quand il a fallu les mettre sous traitement, c'est aussi un problème. Un problème parce que le traitement, les médicaments sont beaucoup plus chers et donc il faudrait qu'au niveau de notre État, on puisse se réveiller et prendre en charge toutes ces étapes-là, parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui. Maman Boketchou, au sujet de la sensibilisation. Ok, merci pour la question. Pour une meilleure audition, j'aimerais parler en lingala pour atteindre toute la couche de la population. Oui. Nous voulons sensibiliser la population à Bissonyos. Population Nyos, même la population à Amen TV, et Sengeli Boye Bake, hépatite, et sa maladie mabe. Hépatite et bomaka. D'un côté, nous avons pasteur, mais aux 4, 6 et lobby nabiso, mon peuple périt par faute de connaissances. Toyende ko pesa connaissance, ko fungo la mémoire ya population, ko fungo la mémoire ya ba professionnel de santé. Tant que tolobi ke ba yebite na classe ba médecin ba yekola hépatite,
mais bazali ko ignorer yango. Ba infirmier toyekola hépatite mais tozali ko ignorer yango. Soki eza na maladie moko balobaki soki oza na esika musala okoki kolia te eza pona hépatite. OK. Mais bato bazali ko ignorer yango. Hépatite il faut ba mama ya zemi. Baye ba hépatite eza mabe, baye ba kosala dépistage. Ba professionnel nyonso ya santé baza bato ya liboso ya haut risque. Ezala ba médecin, ezala ba infirmier, ezala ba laboranté, ezala ba hygiéniste, bato ba kombolaka, bato ba pangusaka, baza ba personnel à haut risque. Avec ba objet tranchant ndenge toyoki docteur Blondine na ebisi biso, les moyens de contamination, bato nyonso wana basengeli bazwa information ya hépatite pe basengeli bakenda kosala dépistage esika wapi ebongisami na ba zone de santé na biso. Parce que soki bokono moko bakoki kosalisa yango na lombango esengeli kobanda na zone de santé. Parce que na zone de santé toza na ba relais communautaire. Na ba zone de santé toza na ba animateur communautaire. Na zone de santé toza na ba nutritionniste, toza na couche nyonso ya bato ya santé o bakoki kolekisa information malamu penza na lombangu na ba quartier na bisika nyonso. Donc hépatite ezali maladie mabe, hépatite ebomaka. Tango ndeko akokufa na hépatite olobi akufi na poison, eza poison te. Eza hépatite po ebomi na lombangu. Okomona mwana muke abotami lelo, mama azalaki na hépatite na zemi apesi mwana. Mwana pa yebite. Mwana pa yebite. Mwana 4 basali test bayelaki biso résultat aza na hépatite virale B. Maman kuta yebite aza na hépatite. Maman kuta yebite. Maman yeko yeba mona sima mwana. Tomba moni peut-être na mwana ba remonter na maman. Ba ki uti pa maman. Uti pa maman. Mwana aza na classe item. Mwana 17 à 16 ans. Aza na hépatite virale B. Mususu aza na hépatite virale C. Mwana 16 ans, mwana 17 ans. Kanisa ke mwana wana tanga okoma 30 ans. Soki azui soin te, akota na ba complication. Eza maladie moko silencieuse ebomaka na ba complication. Mais soki toke ko sala dépistage na lombango, bisika wapi ebongisami na ba zone de santé bakoleka bakobelela esengeli population na biso bazwa conscience ya kosala dépistage. Eza maladie oyo eponi moto te elongoli pe moto te. Ko banda likolo président de la république ti kokita na Pfizer moto nyonso asenge ayeba statut sérologique nae par rapport na hépatite. Tango gouvernement akozwa yango en charge ekosenga bato nyonso basala test wana facilement. Avant Bokecho, par rapport à sensibilisation au martelé l'aspect moko eza ya dépistage. Dépistage hépatite, barosalango wapi, barosalango ndengenini. Pour mutua qu'il soit au moins au courant que je suis atteint ou bien je souffre de l'hépatite virale. Quand la maman a lobby, dépistage, traitement, biloko mibalewana et un peu plus encore, ezali, c'est ça la problématique. Tozali na ba biloko nyonso pona kosala en sorte que hépatite esila na mboko oyo. Mais le problème est là. Mutu ayebite. Gouvernement azana na makokite pona ko permettre ko lutter contre le programme okay. Etambul. Le monde bango basi ba komi bien, le monde nazolo ba occident, basi ba komi bien, ba lebi wana etali bisoté. Alors ici kawana des problématiques. Hein, ba maladie mususu, lokola sida etc. ba yeba kité. Ba lokaki kisi. Bazui kisi, ba bando pesango pamba pamba. Mais tala sikoyo tuzana hépatite et bandi kala. Jusque maintenant, bazo sala est forte. Maman a koyeb sabino dengenini, mais je pense que en d'autres termes, pour compléter mon directeur, vous voyez, quand vous avez l'information médicale,
les tests rapides pour les VIH est gratuit. On ne paye pas. Le déterminant inigol est gratuit. Sauf dans les formations privées. On va vous demander. Mais dans les institutions de l'État, c'est gratuit. Okay. Alors que pour les hépatites, les gens payent encore. On paye encore. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on veut l'implication du gouvernement. Il faut que ces tests-là deviennent gratuits. Vous n'allez pas payer aux gens des dépistages et qu'ils déboursent l'argent. Il faut que le gouvernement s'imprègne pour que le dépistage s'efface. Donc la problématique, c'est que nous voulons l'intégration réelle du gouvernement pour que le dépistage soit pratique. Et le dépistage, ce n'est qu'une porte d'entrée. Nous devons aller jusqu'au traitement. Aujourd'hui, les ARV sont gratuits. On les donne gratuitement. Mais les médicaments pour les hépatites, c'est encore payant. C'est là la problématique. Donc, il faut que le gouvernement s'imprègne encore pour qu'on arrive à réduire, à minimiser les prix des médicaments pour les hépatites. J'ai remis la parole au Maman Bokichou. Oui, Maman Bokichou. Merci. Na Lina Lobaboe. Kobanda mokonzi ya mboka. Ndenge tolobeli test ya VIH makambo nyonso eza gratuit. Même hépatite esengeli pe ezala gratuit. Mais hépatite wana il faut to banda na zone de santé. Ba minganga, ba médecin chef de zone na biso soki bango bazui mokano ya kosalisa bato test. Gouvernement na biso azangi makoki te. Gouvernement azali na makoki. Soki gouvernement atie makoki wana na place, ba pesi ba intra, ba test rapide wana, ba test nyonso pona ko confirmer diagnostic wana ekoleka na zone de santé et qu'il y a ba hôpital à minene et l'équipe na ba centre de santé parce qu'avec test ya VIH même nani poste de santé à Salakan même centre de santé à Salakan il y a un programme na biso elingi ekoma bongo moto nyonso asala yango bato yo bazwaka ba drogue injectable baye ba séro état sérologique na bango ba professionnel ya sexe baye ba état sérologique na bango mwasi nyonso ya zemi azoleka na test lokola gratuité ya accouchement ezali azoleka na test ya VIH gratuit aleka pe na test wana ya hépatite gratuit parce que gouvernement azui maternité en charge na test wana pereka na compte ya paquet ya prise en charge ya maternité et le capé ekota na kati ya lo wana ekota na kati ya lo wana et le capé gratuit mais nazo beta setende tolongola ignorance comme on ata mokonzi monene ke iso na poto bako kanisale musuke batiele poison nzoka nde hépatite mais soki bakonzi batie ba moyen o esengeli po hépatite wana ba moyen ezali mais na monika bato nyonso bazalaki na kotiola bazalaki na koyeba te bazalaki komona lokola mais soki batie yango na place mosala ekosalema malamu pe bato bazokufa na bahépatite parce que komi na cas grave bato wana ekodimine pe moto nyonso akoyeba ndenge nini akobika lobiko malamu tolingi population na biso azala na bomoi molai bomoi pe ya malamu. Merci beaucoup Maman Bokichou. Problématique moko pe bato bayebi mingi te eza que sous négligence et hépatite ezomema na problème ya foie ou coûter beaucoup plus cher. Et à vous entendre parler, les médecins de Boutique ou intervenir, on peut éradiquer l'hépatite en République démocratique du Congo et c'est possible. Mais pour y arriver, il faudrait avoir l'accompagnement du gouvernement congolais. Et pour parvenir aujourd'hui, par exemple, à éradiquer l'hépatite, quelles sont les méthodes ou bien les étapes par lesquelles le programme peut passer ou bien doit bénéficier pour que aujourd'hui on se dise que dans 10 ans, dans 15 ans, on peut éradiquer l'hépatite en République démocratique du Congo. Docteur Christian, vous pouvez répondre, comme ça on va revenir avec le docteur. Avant que Christian ne parle, oui. Je voudrais insister sur ce que Maman Bokichou a dit. Bas moyen et zali. Chaque jour, à la télévision, nous vous entendons dire on a détourné 50 milliards, 100 milliards. Vous vous rendez compte que si
on pouvait récupérer ces milliards qui sont détournés, on a de quoi traiter les gens. Hein. Je voulais simplement faire remarquer qu'elle a raison de dire que Mbongo ezali, mais volonté, yakosalisa batu bazan hépatite, ezali na lutte. Oui, avant que le docteur réponde par rapport à le point que vous venez de soulever, aujourd'hui, par exemple, le programme, en termes de chiffres, combien le programme, par exemple, a besoin pour lancer, par exemple, cette étape-là du dépistage au traitement, en tenant compte de tous les aspects que vous venez de parler. Combien faudrait-il aujourd'hui, par exemple, au programme pour que l'hépatite soit prise en charge comme on le voit dans d'autres maladies aujourd'hui? Le directeur adjoint peut nous éclairer sur cette question précise sur cela. Sur ça. Merci, directeur, et merci, mon frère. C'est vraiment une question très, très capitale. Le programme, nous avons reçu cette mission, comme on vous l'a dit, depuis début, plus particulièrement 2023. Avec efficience, on a commencé à travailler. Nous avons trouvé un plan stratégique 2022-2026 avec l'aide de nos partenaires Gavis et l'OMS. On est arrivé en février-mars passé de l'actualiser. Le premier plan stratégique national de la lutte a évalué un budget autour de 4 milliards, mais nous nous sommes dit sur 5 ans, voilà, que c'était trop ambitieux. Il fallait vraiment descendre sur terre. On sait que le pays a beaucoup d'urgences, ainsi de suite. Nous avons revisité pour réduire ces budgets-là. Maintenant, au lieu de 5 ans, mais pour 6 ans, à autour de 800 millions. Donc, on est arrivé à réduire de manière drastique, donc de plus de 83% de réduction par rapport au budget passé. Et c'est là où nous lançons l'appel qu'on mette les moyens, parce que s'il faut qu'on aille très loin, comme on dit, c'est lui qui veut aller très loin, ménage sa monture. Donc nous voulons que le programme ait les moyens pour faire sa politique de la lutte, dans le sens de coordonner et d'organiser la lutte. Et ce plan stratégique, il y a 4 axes majeurs. Je crois qu'on l'a évoqué ici, dans le domaine de la prévention, donc c'est là où on a parlé de la sensibilisation, dépistage et diagnostic, et bien sûr aussi la prise en charge, et il y a l'axe mobilisation sociale. Je crois qu'on a sensibilisé les gens. Si notre système de santé s'appesantit sur le soin de santé primaire. Donc, il faut une participation de la communauté. Sans la participation de la communauté, vous ne pouvez vraiment pas aller très loin. Et la gouvernance et l'information stratégique. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que c'est vrai que longtemps, nous savons que les hépatites virales étaient longtemps gardées dans le paquet des maladies négligées. Je crois avec le nouveau PNDES, donc Plan national de développement sanitaire du pays, qui couvre la période de 2024 à 2033, vos humbles serviteurs ici, en tout cas, ils ont martelé pour qu'on extirpe la maladie de ce lot-là, du paquet des maladies négligées, pour qu'ils rejoignent sa place là, il devait être des maladies transmissibles, à l'instar du paludisme, de la tuberculose et du VIH. Et maintenant, dans notre nouveau PNDES, c'est comme ça que les hépatites virales sont repris comme maladies transmissibles, parce que c'est une maladie transmissible, je crois que nous venons de suivre. Donc, nous voulons qu'il y ait maintenant les moyens, que les partenaires qui hésitaient pour approcher, nous avons tous les documents normatifs, parce que certains hésitaient. Est-ce que vous avez le plan national stratégie? Est-ce que vous avez les guides de prise en charge? On vous a parlé. Est-ce que vous avez la stratégie de la diffusion? On vous a parlé. Mais maintenant, il faut le moyen pour que nous puissions faire de la politique. Parce qu'on ne va pas travailler quand on dit
réglementer. Donc maintenant, il faut que le programme édite des directives, des fiches techniques où ils ont que déjà à niveau et assez à niveau opérationnel qu'on va essayer d'utiliser. Parenthèse, Moussoussou, je voudrais ouvrir aussi, quand on parle des informations stratégiques, dans notre pays, il y a eu des études démographiques qui ont été menées, qu'on appelle les EDES, notamment en 2013-2014. Si vous regardez dedans, il n'y a rien sur les hépatites. On venait de faire encore l'autre EDES AWA, en 2023 et 2024. Comme toujours, il n'y a pas d'informations sur les hépatites virales. Donc, c'est toujours laissé et nous voulons que maintenant, qu'il y ait des enquêtes de grande envergure dans les pays pour qu'on sache réellement la cartographie des hépatites virales. Et un autre élément sur la sécurité transfusionnelle. Si vous voyez, quand on donne le sang, on n'utilise que les tests rapides pour les B et les C. Mais Dr Blandine a expliqué, alobi tozana A, tozana B, tozana C, tozana D, tozana E. Et il n'y a pas longtemps, je crois que l'année passée au Tchad, il y a une épidémie d'hépatite virale E. Vous comprenez que toza limité, toza focus. Mais ce qui, bien que, heureusement, il y a des complications vraiment. Mais nous devons savoir quelle est la cartographie pour les autres types. Il y a un virus. Et on se limite que na test rapide. Donc, qui veut dire que l'information peut être vraie, tout comme ça peut être un faux positif ou bien un faux négatif. Donc, il faut passer à une autre échelle d'examen pour confirmer. Aller plus loin. Aller plus loin. Okay. Voilà, pour assurer une bonne sécurité transfusionnelle. Et les données que nous avons, et là, le DHSD, c'est un logiciel du pays où toutes les données, il y a santé à loger, en parle. Donc, si vous analysez, parce que le temps nous fait défaut, parce qu'il y a un sujet majeur qu'on doit parler du 28 ici, on a des informations sur la notification et sur la banque du sang. Et quand vous regardez le chiffre des positifs qu'on trouve chez les donneurs par rapport aux hépatites B et C, c'est énorme. Donc, pour vous dire qu'on a vraiment un sérieux problème et nous avons du pain sur la planche. Et nous tendons déjà vers la fin du mois de juillet et la date du 28 est une date assez particulière parce que c'est la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Et par rapport à cela, que prévoit le programme national de lutte contre les hépatites? Dr Chamala. Le programme, dans le titre de cet événement, il a dit « Démystifions les hépatites et éliminons les obstacles qui veulent que on vainque les hépatites. » Alors, démystifier, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons prévu de faire une conférence, d'animer une conférence internationale qui se tient justement en ce jour, le 28 juillet. Nous allons avoir une conférence au Béatrice Hotel et c'est là que nous allons pouvoir nous aider à démystifier en donnant des informations sur les hépatites, sur les révolutions et sur leur silence. Qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont silencieux? Dégager les obstacles à la réalisation de l'éradication des hépatites, c'est le plan national, le plan stratégique national que nous avons essayé de concentrer pour avoir finalement un budget plus ou moins possible pour nous permettre de réduire, d'éliminer, de sortir le silence et le danger que les hépatites ont sur la population. Voilà à peu près les deux choses qu'on va faire. Et bien sûr, communiquer aux uns aux autres que désormais, pour faire la prise en charge des hépatites, il faudra
faire ceci, les éléments normatifs sont là, les directions sont là, etc. Nous avons un programme qui va vulgariser les moyens de défense et que tous, nous devrons maintenant les suivre parce que notre programme est chargé de la coordination de tous ces éléments-là. Parce qu'on a parlé ici surtout de l'État, nous sommes d'abord l'État, mais il y a des gens qui, en privé, veulent aussi combattre les hépatites, mais nous sommes d'accord, mais ils doivent se conformer s'aligner aux directives du Programme national de lutte contre les hépatites. Merci beaucoup, Dr Djapana. Nous retenons de cette émission que l'hépatite est une maladie virale qui tue, mais qui peut être éradiquée en République démocratique du Congo si et seulement vous avez le Programme national de lutte à l'accompagnement du gouvernement congolais pour arriver à cela. Nous pensons également que ce sera le cas parce que la population telle qu'il ne le savait pas hier, c'est quoi l'hépatite, aujourd'hui on a pris conscience, attend beaucoup aujourd'hui du programme national de lutte afin d'être dépisté à temps et aussi d'être traité à temps par rapport à cette maladie. C'est un plaisir de vous recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous reçois sur ce plateau pour parler de la question de l'hépatite. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.